Les fractures du pénis. Ah, Bien fracture sûr. du pénis. Les fractures du pénis. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Belle poitrine, jolies fesses, beau visage. Le chirurgien qui l'a reçu ne connaissait pas ce que c'est. Il lui enlève le premier testicule. Bienvenue sur Dis-moi Angela, le meilleur endroit pour apprendre les bonnes pratiques en santé et dans le respect de la sociologie des pays africains. Votre santé, c'est mon défi. Bonjour et merci donc de m'accompagner à travers vos likes, vos partages. Et c'est parti! Je reçois aujourd'hui le professeur Inès Dodji Magloire Yevi. Il est andrologue, urologue. Bonjour professeur. Bonjour Angela. Comment est-ce que vous vous sentez ici chez moi? Parce que c'est la première fois que vous venez. C'est vrai, je me sens bien, je me sens dans ma peau. Je me sens très bien. Et ça va se faire? Très bien, ça va se faire. D'accord. Mais avant qu'on ne poursuive vraiment notre discussion, j'aurais voulu qu'on trinque ensemble. Trinquons donc à notre santé, Oui. Et trinquons à Dis-moi Angela. Merci. Professeur Yevi Magloire, je le disais tout à l'heure, vous êtes urologue, andrologue, et moi j'ai tout de suite envie de comprendre ce que c'est que l'urologie. L'urologie, c'est la discipline médicale qui s'occupe des affections médicales et chirurgicales de l'appareil urinaire de l'homme et de la femme. Et quand on parle d'appareil urinaire, il s'agit des reins, des urétères, de la vessie et de l'urètre. L'andrologue, par contre, c'est la discipline médicale qui s'occupe des affections médicales et chirurgicales de l'appareil génital de l'homme. Et quand on parle d'appareil génital de l'homme, ce sont les testicules, les canaux déférents, la prostate et la verge. C'est ça. Donc, pourquoi on mêle souvent les deux ensemble, l'urologie et l'andrologie? On met les deux ensemble parce que l'appareil génital de l'homme et l'appareil urinaire de l'homme ont une terminaison commune et partagent ensemble à partir de la prostate, l'urètre. Et à partir de là, les affections prostatiques ont des impacts sur l'appareil urinaire et les affections urinaires ont des impacts sur l'appareil génital. Donc, c'est des organes, des appareils qui sont jumeaux, qui cohabitent et donc qui interagissent l'un avec l'autre. C'est pour ça que la spécialité est ensemble. Voilà. Okay. Alors, ce que j'ai manqué de vous dire, c'est que le professeur Inès Yevi, ou bien Inès Dodji Magloire Yevi, est chef du service d'urologie de l'hôpital de zone de Porto Novo, c'est bien ça? Le centre hospitalier universitaire départemental de l'OME, qui est situé à Porto Novo, non loin donc de l'Assemblée nationale, qui va être remplacé bientôt, bien sûr. C'est ça, nous sommes ici au Bénin. Oui. Et entre les prénoms que vous avez cités tout à l'heure, là, que j'ai du mal à citer, quel est le prénom que vous aimez le plus? On va y aller avec, quoi. Oui, Magloire, c'est plus simple. Magloire, c'est Dodji, c'est plus intime à la maison. Mais oui. comme vous voulez, et ça veut dire quoi? Dodji, ça veut dire sois courageux, sois fort et sois patient. Et vous l'êtes? Ben, je crois que je le suis. D'accord. Je l'espère en tout cas. En tout cas, pour avoir fait toute cette spécialité, je crois qu'il vous a fallu du courage et que le nom a eu ses effets, le prénom, j'allais dire, a eu ses effets certainement sur vous. Je crois aussi. Et quand on a fini d'apprendre ce que c'est que l'urologie et l'andrologie, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi cette spécialité. Parce que pour y arriver, il faut d'abord être généraliste et Oui, ensuite... après se spécialiser Voilà. pendant Mais pourquoi 4 vous 5 ans avez actuellement. choisi cette spécialité? Mais je suis sorti donc médecin en 2003. J'ai fait mon doctorat en 2004 et j'étais admis pour le concours des agents permanents de l'État. J'étais affecté donc à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguita en tant qu'agent permanent de l'État, où j'ai travaillé aux côtés donc du frère Pléolidien Batista, qu'on appelle le frère Florent. Et j'ai su tomber amoureux donc de la chirurgie à cette occasion. Et j'ai vu par donc les pratiques chirurgicales que nous avons eues là-bas
qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont propres à l'homme, qui sont négligées et qui n'étaient pas très connues par nos populations. Et donc, j'ai reçu l'appel, donc, à partir de ce moment, de travailler dans ce domaine. Et dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai postulé. Après 6 ans de terrain, j'ai postulé à la spécialisation, j'ai été retenu. Et voilà, j'ai fait la formation et j'ai fait mon petit chemin. Donc vous, là, vous travaillez sur le bijou des gens parce que l'appareil génital de l'homme, c'est vraiment notre bijou à nous. Bien sûr, oui, bien sûr. Il faut en prendre soin. Je suis un mécanicien donc, de la verge et expert de la chirurgie vaginale aussi. Ah, donc vous venez encore opérer chez nous. Oui, bien sûr. Vous faites quoi du vagin? Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans le vagin. Les descentes d'organes, par exemple, les cystocèles, descentes de la vessie. Les fistules obstétricales. Les fistules obstétricales, voilà. Oui. Nous faisons les incontinences donc urinaires de la femme, les descentes du rectum dans le vagin, les rectocèles. Nous resserrons les vagins qui se sentent larges. On peut faire des chirurgies de resserrement des vagins. On fait des poses de bandelettes sous-urétrales pour les femmes qui ont l'incontinence urinaire. C'est à partir du vagin que ça se fait. Et donc tout ça, c'est de l'urologie aussi. C'est ça. Oui. Donc vous avez fait 7 ans pour avoir le doctorat d'État en médecine. Voilà. Oui. Après, vous avez exercé 6 ans. 6 ans, oui. Et puis vous êtes allé vous spécialiser en urologie, andrologie. Oui. Et ça vous a pris combien de temps? Oh, ça m'a pris au total 7 plus 6, c'est après le bac ou après le doctorat, ça dépend de l'avance même pour calculer. Non, juste après les 6 ans de terrain. Après les 6 ans de terrain, j'ai fait 4 ans pour la spécialisation et j'ai été réaffecté donc à Porto Novo où j'ai fait de 2013 à 2016. Puis j'ai postulé à l'enseignement universitaire, j'ai été retenu. De 2016 donc à 2022, j'ai fait mon chemin. J'ai eu la maîtrise d'assistanat et l'agrégation en 2022. Donc je suis donc maître de conférence agrégé. Et actuellement, je prépare ma titularisation. Si Dieu le veut. Oh là là, mais bravo! Merci, je suis contente pour vous. Merci. Et je dois avouer que ça n'a pas été du tout facile. Non, ça n'a pas été facile. C'est un chemin, oui. Ce n'est pas un chemin facile. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup se concentrer, il faut se donner il faut aimer ce que l'on fait, il faut le faire avec cœur, il faut s'engager profondément et ne pas attendre forcément d'être félicité. Mais qu'est-ce qui a été votre boussole toutes ces années-là? Mettons que lorsqu'il vous arrive de flancher, qu'est-ce qui vous retient? Oui, ce qui me retient, c'est, je vais dire, ma foi en Dieu. Ma foi en Dieu, parce que Dieu, pour moi, est un grand repère. Le seul grand repère que j'ai eu de tous les temps. Parce que les parents qui étaient mes repères sont tous partis, ils m'ont laissé. Heureusement que ce repère était là, et devant toutes les difficultés que j'ai eues, ce repère a été la lumière qui m'a guidé, qui m'a conduit, et qui m'a permis de me retrouver, de me remettre très vite sur les rails. C'est bien que vous me parliez de foi. Moi, c'est beaucoup d'émotions également, parce que quand on est dans les difficultés, il n'y a qu'à sa foi qu'on s'accroche. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Racontez-nous maintenant une de vos journées de travail. Oui, ma journée de travail, mes journées de travail les classiques, c'est les jours opératoires. C'est les mercredis que j'opère à Porto Novo, surtout, à moins qu'il y ait des urgences. Le matin, donc, on fait la liste des malades à opérer. Et voilà, on se retrouve au bloc opératoire et on opère patient par patient jusqu'au soir. Vous faites combien de patients par jour? J'ai une capacité opératoire de 8 malades par jour. Oh, oui. Je peux opérer 8 malades par jour. Et vous restez debout, non? Oui, on est habitué. Voilà pourquoi on fait des varicocèles. Et une opération comme ça va durer? Ça dépend donc de l'importance. Et les chirurgies mineures, majeures et moyennes. Les interventions les plus longues chez moi vont durer 3 à 4 heures de temps. C'est les prostatectomies radicales. On peut faire de 2 heures à 4 heures. Les tumeurs de la prostate, je les opère, c'est de la chirurgie ouverte, en 45 minutes. Les chirurgies endoscopiques, qu'on appelle communément chez nous le laser, je les fais en 1 heure. Est-ce que chez vous, on parle de garde souvent? Est-ce que vous gardez aussi? Vous restez aussi? Tout médecin doit entrer dans le service de garde. On fait des tours de garde où nous restons à l'hôpital à tour de rôle pour nous occuper des cas urgents.
Donc il y a des cas urgents en la nuit, oui, tu peux venir la nuit, oui. Urologie. En urologie, bien sûr. Qu'est-ce qui peut être urgent? Un malade, par exemple, qui a une envie pressante d'uriner et l'urine ne sort pas, il se met à avoir très mal et se retrouve à l'hôpital. Un malade qui commence par uriner et donc qui se rend compte que dans ses urines il y a du sang, on parle d'hématurie, il s'inquiète, il va se retrouver à l'hôpital. Un malade qui a une torsion du cordon spermatique, qui a une douleur testiculaire qui est très vive, insupportable, il faut qu'il aille à l'hôpital. Un malade qui fait un priapisme, c'est-à-dire une érection qui s'active donc en dehors de toute stimulation donc sexuelle, et qui une érection qui dure plus de 4 heures de temps, qui est douloureuse, insupportable, il faut qu'il aille à l'hôpital. Un malade qui fait une colique néphrétique, c'est-à-dire une douleur des reins, d'accord, suite à une obstruction donc des voies urinaires, les voies donc au-dessus de l'obstruction vont distendre les reins et les voies directrices rénales, et ça donne des douleurs lombaires très vives, insupportables. J'ai vu des ministres pleurer. J'ai vu des ministres pleurer et des douleurs vraiment très insupportables. C'est pour vous dire que c'est une douleur qui ne connaît pas l'autorité, qui ne connaît. Si vous êtes un homme, vous êtes vraiment exposé à ce genre de situation. Donc c'est autant de situations. Les fractures du pénis. Ah, bien fractures sûr, du pénis. les fractures du pénis. Hein? Oui, au cours des rapports sexuels, vous pouvez entendre ça m'intéresse. et les coques caverneux donc peuvent se rompre et le pénis devient très gros. Mais qu'est-ce qui peut le truc? Qu'est-ce qui peut se casser? Il n'y a pas d'os dedans. Généralement, en fond, on dit que la malo ouais. La malo ouais. Pas dire. Pour rester à l'école, on dit la veille mon ah ouais. Non, ça se casse bien sûr. D'accord. Il faut dire que, si vous voulez, j'explique très vite ce que c'est que la fracture du pénis. Dans le pénis, on a 3 tuyaux. On a 2 corps caverneux, un corps à gauche et un corps à droite. Et au milieu, on a donc le corps spongieux qui est traversé par l'urètre qui ramène les urines de la vessie vers dehors. Alors, ces corps caverneux sont les canaux donc, qui se remplissent de sang et qui donnent au pénis son érection. Donc, le pénis s'érige sur la base de ce remplissage. Le corps caverneux. Un entité, cadavre. Vous voyez? C'est ça qui fait du bien. Oui. Ça fait du bien à la famille, au couple, à l'homme et à la femme. Tout le monde est content. Et c'est de là que viennent les enfants aussi. Alors, donc, au cours donc, de rapports sexuels, les mauvaises positions peuvent donc amener la verge à heurter le pubis de la femme. Oui. Et ils vont imaginer des positions pour faire l'amour. Ils s'inspirent des positions sur les films pornographiques et ils veulent tout pratiquer. Et quand ils se mettent dans cette projection, cela peut donc les exposer à une fracture donc de cette coque caverneux qui se tordent de force donc au cours de mauvaises positions. Le pénis peut heurter le pubis de la femme et se tordre de force et si se fait la rupture à l'intérieur. D'accord. Donc, c'est dans des situations donc, qui sont très fréquentes. Quand j'étais à Tanguita, le cas le plus urgent, le cas le plus fréquent en urologie que je recevais s'appelait le paraphimosis. Le paraphimosis, c'est l'étranglement donc du gland, donc la tête du pénis, par le prépuce qui se resserre. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nos parents, donc, de notre culture au nord, ne font pas la circoncision. C'est un phénomène culturel, donc à un certain âge. Quand on a fini de faire les enfants, qu'on fait donc la circoncision. Et donc, il arrive que souvent dans la nuit, au cours des rapports sexuels, après d'avoir décaloté la verge et commencé des rapports sexuels, les glands se gonflent et sont étranglés par le prépuce. Donc, il se produit une douleur très vive, insupportable, qui les conduit donc en urgence à l'hôpital. Et pour les traiter, on leur fait la circoncision. Alors, j'ai envie de connaître votre première expérience en matière d'intervention chirurgicale. Comment ça a été? Oui, ça dépend en matière d'intervention chirurgicale, urologique ou chirurgicale tout court. Parce que vous êtes chirurgien, andrologue, urologue, donc moi je ne sais plus. Mais la toute première fois que vous avez opéré? Oui, la toute première fois où j'ai opéré moi-même, c'était à l'hôpital évangélique de Bembereke, qu'on appelle Guéry généralement. J'ai été Vous aviez peur? Comment ça s'est passé? Oui, c'est une expérience extraordinaire. On se demande si on va s'en sortir. On révise donc le protocole chirurgical plusieurs fois, puisque on est considéré comme des novices, des apprenants. Et donc, j'ai révisé, donc c'était une appendicectomie. Et j'ai été initié par un de mes doyens,
docteur Nkamlu Tocha Sylvain, c'est un Camerounais, il était alors gynécologue, qui pratiquait donc de la chirurgie générale à l'époque. Et donc j'étais allé travailler là-bas et c'est lui qui m'a initié. Et il m'a donné le bistouri un matin pour faire une appendicectomie. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, puisque j'ai déjà suivi plusieurs fois, je l'ai assisté. Un peu sceptique, mais finalement... Un peu sceptique, oui, donc j'ai pratiqué et c'était très bien. Après, je me suis dit, ben, c'est seulement stressant, on peut y arriver si on s'y met. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Moi, en tant qu'ingénieur biotechnologiste, à l'époque, la première fois où je devais prélever un malade, quand j'ai vu le sang sortir, j'ai pris peur et j'ai tout laissé. J'ai même cassé le tube à essai. Wow. Donc, je me demande si ce stress-là a accompagné d'autres personnes comme vous, par exemple. Ça arrive. J'ai déjà vu des personnes, des collègues s'évanouir devant des situations chirurgicales pour la première fois. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. D'accord. Oui. Et la première fois où vous avez assisté votre maître, peut-être que cette fois-là, c'était encore plus dur parce que c'était la première fois qu'on mettait le bistouri sur une personne et on ouvrait peut-être... La première fois où j'ai suivi une chirurgie, c'était avec mon patron, le professeur Rounasso. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Prince Pascal Rounasso. Et il avait fait une adénomectomie prostatique. Et j'étais vraiment impressionné. C'était événementiel. Et sa procédure, sa dissection, le labeur, son engagement dans la technique, j'étais impressionné, littéralement impressionné. Et je pense que le jour-là, il utilisait le bistouri électrique. Et je sentais l'odeur de la brûlure, comme les poils, les plumes d'un oiseau qu'on a mis dans le feu. Et j'étais un peu terrorisé par toute la procédure. Mais aujourd'hui, je précise à ma communauté que je vous ai déjà vu opérer et vous le faites vraiment avec une telle dextérité et une telle passion que franchement, je crois que cette histoire-là, elle est loin de vous aujourd'hui. Oui, non, parce que c'était la des années première 96. Fois, 96-97, c'est très loin de nous, parce qu'après, j'ai pris la main. Aujourd'hui, je fais des records en chirurgie, et voilà, je forme donc des spécialistes, je forme des médecins généralistes. C'est ça. Dans ce sens, donc, loi pour nous avons avancé. La dernière fois, on a placé même les prothèses de pénis. Bon, je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Est-ce qu'il vous est arrivé, en fait, de perdre un patient sur la table d'opération? Racontez-nous si oui. Oui. Et quels étaient vos sentiments? Oui, cela m'est arrivé une fois. J'étais au bloc, donc c'est un patient qu'on avait préparé pour être opéré. On a pris toutes les dispositions qu'il fallait. Vous savez, pour opérer un adulte, il faut faire tout un bilan cardiologique. Il faut que le cardiologue donne le OK avant que vous n'opériez le patient. Il faut s'assurer qu'il coagule bien, il faut s'assurer qu'il n'a pas un problème rénal, etc. Avant donc de l'opérer, c'était une prostate qu'on devait opérer. Le patient donc a été installé et les anesthésistes ont commencé leur messe. Vous savez, chacun fait sa messe au bloc opératoire. Donc, ils ont donc fait une anesthésie générale. Donc, ils ont intubé le patient. Et le temps donc qu'ils finissent de faire l'intubation, le cœur s'est arrêté. Moi, j'étais habillé, mais mes étudiants avaient déjà fait la table opératoire et j'attendais donc de commencer. Quand ils ont fini, le cœur s'est arrêté. On a fait tout ce qu'on pouvait. Les anesthésistes sont venus des autres blocs opératoires. On a mis les drogues, on a réanimé, on a fait des massages cardiaques. On a tout fait. Mais le patient est parti comme ça. Ça doit vous avoir traumatisé. Ça m'a vraiment traumatisé. Ça m'a vraiment traumatisé. Vous avez perdu la journée aussi comme ça? Oui, la journée, j'ai arrêté le programme opératoire. Je dis, je ne vais plus continuer à opérer dans ces conditions. Et voilà, donc on a repoussé les cas. Et j'imagine que pour une prochaine opération, c'était difficile parce que quand on fait un accident de route, par exemple, pour reprendre à conduire, le choc traumatique donc de chirurgien, quand ça arrive, c'est pas facile parce que le jour-là, heureusement ou malheureusement pour moi, j'étais de garde. Est-ce que vous savez que cette nuit-là, un autre patient est venu, il avait donc une tumeur de la prostate qui saignait, il fallait l'opérer en urgence. J'ai dû l'opérer. Bon. J'ai dû l'opérer, ça s'est très bien passé. Et voilà, donc quand ça arrive, on est perturbé pour quelques jours et on essaie donc de travailler sur soi pour
pour y arriver. Mais bravo à vous. Merci. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites toujours, mais ça là, toujours quand vous voulez rentrer dans une salle d'opération? Quelque chose qui n'est pas médical, hein, parce que je sais que vous allez vous laver les mains et des choses comme ça. Mais vous, qu'est-ce qui est spécifique à vous, que vous ferez toujours? Oui, ce que je fais toujours, c'est que je prie et je fais une visualisation de l'intervention. C'est-à-dire, je prends quelques minutes, je ferme les yeux et j'imagine l'intervention du début à la fin. Et les procédures et voilà. Je fais l'opération avant d'aller au bloc opératoire. Cela me permet donc d'être détendu et donc d'aller vite. Je suis très rapide. Je fais partie des chirurgiens très rapides dans mon domaine. Et donc, je pense que c'est sur cette préparation-là, prière et visualisation, qui me permettent donc d'être à l'aise quand je me mets à opérer. Si quelqu'un voulait être chirurgien, quel est le conseil que vous lui donneriez? Si quelqu'un veut être chirurgien, il faut qu'il sache que la chirurgie n'enrichit pas. En tout cas, dans nos pays en développement, si vous visez vous enrichir, vous venez en chirurgie, vous risquez parfois d'échouer. Vous risquez d'échouer. Il faut aimer l'humain, il faut aimer l'homme, il faut aimer sauver, il faut aimer soigner, il faut aimer son prochain. Et il faut avoir la vocation de sauver des vies. Parce que si vous avez cette vocation, vous n'avez pas le choix. Quand il y a problème, vous allez tout faire pour chercher à trouver une solution. C'est vrai qu'on n'est pas Dieu, mais on contribue à équilibrer beaucoup de vies par ces soins que nous donnons. Et il y a un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, un sentiment de bonheur que nous avons, donc d'apporter une solution dans la vie de nos semblables. C'est ça. Ça fait du bien. Est-ce qu'il y a des femmes urologues? Si, on a des femmes urologues. Et qui vont travailler sur... Oui, au Bénin. Est-ce que vous pensez qu'un homme peut remettre son bijou? Oui, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, j'étais à Dakar, dans l'hôpital général de Grand Yoff, on l'appelait à l'époque. Maintenant, c'est Idrissa Pouye. Et je consultais avec une de mes aînées, qui était urologue déjà, c'est une femme. Et il y a des patients qui venaient exclusivement demander à être consultés par elle. Oui. Les hommes? Les hommes, oui. Ça, c'est pour se masturber, non? Justement, je vais vous raconter ce qui s'est passé une fois. Un jour, il y avait un vieux qui était arrivé. Et puis, le docteur Madina Ndoye, on l'appelle. Elle examinait le monsieur, puis pouf! Et ben, le monsieur a durci, puis... Ah oui, il a joué sur table. Sur table d'examen. Donc, il dit, Magoula, mais viens prendre ton patient, vraiment. C'est quoi la métier, elle aussi. Non, bon, un malade qui joue sur table, oui, c'est quand même quelque chose. Oui, bon, c'est quelque chose, mais moi, ça me rappelle également, vous savez, nous, on doit faire spermogramme en tant que biologiste. Oui. Voilà. Et donc, quand il y a aussi des problèmes au niveau, la syphilis, où on doit chercher le germe qui est responsable de ça, on sera bien obligé de tenir, faire des prélèvements. Et du coup, il arrive effectivement que les hommes durcissent, mais on sait que ça peut arriver. Ça peut arriver, on est préparé. C'est physiologique en fait. Malheureusement, c'est quand on jouit, franchement, sur table, qui est quand même assez bizarre. Il devait avoir une éjaculation précoce. Ah, franchement, il avait oublié ce qu'il avait comme maladie. Il a fait toutes les étapes dans la tête. Et donc, dès que notre collègue l'a touché, boum, ça a pété. On va revenir toujours aux hommes. Oui. Parce que vous dites qu'en tant que urologue, andrologue, vous travaillez également dans le vagin des femmes. Mais moi, je préfère qu'on parle des hommes. Avec plaisir. Pour que vous puissiez nous dire quelles sont les maladies les plus courantes, c'est-à-dire quelles sont les plaintes les plus courantes de vos patients ici au Bénin. Oui, actuellement, dans ma pratique, les plaintes les plus fréquentes, c'est la dysfonction érectile. Les patients qui se plaignent d'une dysfonction. Cette affection est devenue très très fréquente, même chez les jeunes. Je reçois des jeunes de 18 ans, de 20 ans, 22 ans, qui ont des problèmes d'érection. Ça, c'est choquant, mais malheureusement c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de stress dans le pays.
beaucoup de stress, pas seulement au Bénin. Donc le stress c'est partout, dans le monde entier, il y a beaucoup de stress. Donc le stress et le plaisir ne cohabitent pas. Donc quand vous êtes beaucoup stressé, il y a une abolition donc du désir et donc de l'érection, et ça justifie ces plaintes-là. En dehors de cela, nous avons beaucoup de problèmes urinaires, des dysuries, c'est-à-dire des patients qui ont des problèmes pour uriner, qui doivent pousser pour uriner, des patients qui doivent, qui sentent donc des gouttes retardataires en fin de mission, qui sentent des missions entrecoupées, qui doivent faire des poussées abdominales, qui finissent d'uriner et qui ont l'impression de n'avoir pas vidé entièrement leur vessie. On a des patients qui ont des brûlures missionnelles. Des brûlures missionnelles, c'est des sensations de cuisson ressenties le long de l'urètre pendant la mission. Oui, c'est les chaudes pistes. C'est ça qu'on appelle gonococcie aussi. Oui, les brûlures missionnelles, oui. Les brûlures missionnelles, c'est vrai qu'on l'appelle chaude piste dans notre culture. La chaude piste est liée aux brûlures missionnelles. Mais la gonococcie associe les brûlures missionnelles et l'écoulement urétral. Oui, voilà, le symptôme, c'est la chaude pisse. La chaude pisse. Un des signes, oui. Voilà. La chaude pisse. C'est ce que je voulais dire. Associé donc à un écoulement urétral qu'on découvre donc le matin. Vous levez le matin avec du pu au bout de la verge. Bref. Voilà. Donc, c'est des situations qui sont fréquentes. Et la prostate. Oui, ces signes-là sont reliés donc, à la maladie tumorale prostatique. Voilà. Okay. Donc, non, mais c'est les plaintes, ça. Les plaintes, ça. Comme on parlait de plaintes, je ne parle pas de diagnostic. Oui. Aujourd'hui, moi, je voulais parler d'infertilité, mais puisque vous parlez de dysfonction érectile, qui est la plainte la plus fréquente, pourquoi ne pas parler plutôt de ça? Bon, donc, on y va. Quand est-ce qu'on va parler de dysfonction érectile chez l'homme? Oui, la dysfonction érectile se définit comme l'incapacité pour un homme d'obtenir et de maintenir une érection suffisante pour des rapports sexuels satisfaisants. C'est-à-dire, dans la procédure, il faut obtenir l'érection. Et après l'avoir obtenue, il faut pouvoir donc, la maintenir pour avoir des rapports sexuels satisfaisants, devant aboutir donc à l'orgasme et à donc l'éjaculation. Mais un rapport sexuel satisfaisant, ça doit durer combien de minutes? Je ne sais pas. C'est comment mais... Dans moyenne, on dit 10 minutes à 10 minutes, oui. 7 à 10 minutes. Mais il y en a qui font beaucoup moins, il y en a qui font beaucoup plus. Donc après, ce que je recommande souvent à mes patients, c'est de trouver un commun accord avec leur partenaire pour que tout le monde soit satisfait à la fin. C'est l'objectif du jeu. L'objectif donc n'est pas donc de mettre beaucoup de temps pendant que sa partenaire donc ne supporte pas et de se fatiguer alors que c'est pas utile. L'objectif, c'est donc de travailler à faire aussi longtemps que cela plaît à sa partenaire. Si vous faites 5 minutes avec votre partenaire et que ça lui suffit, et que ça vous suffit, tant mieux. Mais si vous devez faire 10 minutes pour qu'elle soit satisfaite, faites l'effort pour atteindre les 10 minutes. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut rechercher quand on est en couple. Au lieu de vouloir faire des performances erronées, exagérées, qu'on retrouve souvent dans les films pornographiques, qui ne sont pas vrais. Parce que dans les films pornographiques, je vais vous souffler, vous le savez certainement déjà, on fait des raccordements donc des raccordements donc de vidéos, de petites vidéos, et qui donnent l'impression donc d'une longue vidéo, et vous allez voir des gens en train pendant 1 heure ou 2 heures, et vous dites ben moi je ne fais que 15 minutes. Non, ils ont fait peut-être 8 fois 15 minutes et on a recollé. C'est ça. Donc il faut trouver la bonne formule avec sa partenaire. Donc la dysfonction érectile va être cette incapacité en fait à maintenir une érection. À obtenir d'abord et à maintenir. Il y a des gens qui n'arrivent pas à obtenir. C'est ça. Donc quelle est la différence entre l'impuissance et la dysfonction érectile? L'impuissance est une dysfonction érectile irréversible. Ok. La dysfonction érectile, tout coup quand on en parle, ça suppose qu'il y a un traitement. Oui. Donc, et ça peut être aussi une panne? Ça peut être une panne ponctuelle. La dysfonction érectile peut être une panne ponctuelle. Vous êtes stressé, vous avez des soucis, vous avez un problème, vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous prenez des médicaments qui perturbent donc votre équilibre. Cela peut jouer donc sur votre érection et donner une dysfonction érectile. Vous pouvez avoir un panne un soir et le lendemain ça reprend. Ça peut aller. Vous êtes en désaccord avec votre partenaire, vous a énervé, vous a mal parlé, je sais pas, vous a mis dans une situation où votre émotion négative a mis le pas sur l'émotion positive,
vous pouvez ne pas avoir l'érection quand elle vous touche. Mais le lendemain, quand vous avez pardonné, vous vous êtes réveillé, paf, ça peut reprendre. D'accord. Et vous avez dit que même les jeunes aujourd'hui en souffrent et tout ça. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a cette recrudescence de dysfonction érectile dans la population? Oui, il y a une recrudescence de la dysfonction érectile parce que nous avons beaucoup de stress, comme je le disais tantôt. Oui, la santé mentale. La santé mentale perturbée. Et si vous voulez, je fais un petit rappel sur le circuit que j'appelle le circuit électrique de l'érection. Vous avez le circuit électrique donc de l'érection commence donc par le cortex cérébral par lequel nous entrons en contact avec l'environnement où nous pourrons être attirés. Donc vous savez, l'homme est attiré par ce qu'il voit et la femme est attirée par ce qu'elle entend. Yes. Vous avez un beau discours, vous savez comment mettre à l'aise la femme. Vous arrivez mais attention, moi par exemple, quand on me dit tu es belle, c'est pas ça qui me drive. Ah, oui. Donc il faut chercher plus loin. Oui. Alors que l'homme est attiré par ce qu'il voit, une belle poitrine, une jolie fesse, un beau visage, voilà. Donc c'est ça qui frappe l'homme. Et vous qu'est-ce qui vous attire? Tout m'attire. Question frappe. Non, dites-moi. J'aime bien les belles poitrines. J'aime bien les belles poitrines. J'aime bien. Ah d'accord. Non, je suis pas dedans. Ouh là là. Bon, on y va. Voilà, donc du coup, vous étiez en train une fois que vous êtes attiré, ce cortex cérébral vous met en contact avec votre environnement, vous êtes attiré, alors le cerveau donc va envoyer un influx nerveux au corps caverneux, à votre pénis, donc à votre verge, et donc le cerveau est connecté à tout notre corps. Vous savez comment? Le cerveau se prolonge dans le canal déterminé par l'empilement des vertèbres et devient moelle épinière dans ce canal et émet des digitations, donc des doigts, ce sont les nerfs, des doigts filiformes qui emmaillotent tout notre corps et qui va atteindre les différents organes, internes comme externes, ce qui permet de ressentir ce qui se passe à toute extrémité et à toute partie de notre corps. Et ça, on parle de ces sens. Nous pouvons ressentir la douleur, nous pouvons ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, parce que le cerveau est connecté, le réseau électrique est fonctionnel. Alors, donc, le cerveau envoie un influx nerveux, donc, au niveau de l'appareil génital de l'homme, et déclenche l'ouverture du système du corps caverneux pour que ce corps caverneux se remplisse de sang. Voilà, donc entre-temps, l'homme a pu s'approcher de la femme, commencer par la stimuler les zones érogènes, lui dire des paroles douces. Mais pourquoi c'est aussi rapide chez les hommes? Parce que moi, j'ai compris que les hommes, là, franchement, eux, c'est au cas de tout. Oui, parce que c'est un circuit fermé. C'est un circuit fermé. Dès qu'on met l'interrupteur, paf, ça s'allume. Alors que chez la femme, c'est plus lent. C'est très lent. Il y a des résistances chez la femme qu'il faut franchir. C'est pour ça que souvent, ils disent qu'on les provoque en portant des choses. Mais sinon, ils peuvent quand même se maîtriser pour ça. C'était une parenthèse. Donc, voilà. On continue. Donc, le circuit électrique donc, va fonctionner de cette façon-là. Les corps caverneux se remplissent et l'homme se met en érection. Et donc, quand l'homme se met en érection, le cerveau est informé en retour. Voilà que le pénis est en érection. C'est ça qui va l'amener donc vers se porter vers la femme et commencer donc proprement les rapports sexuels. Et tout ça se fait dans un contexte environnemental hormonal. Les testicules doivent produire de la testostérone, qui est l'hormone masculine, l'hormone qui va faire développer les caractères sexuels secondaires, donc agir sur les différents effecteurs pour permettre le développement de la verge, des testicules, de la prostate. Mais tout ça là, c'est en amont. En amont, tout ça c'est fait avant. Oui. Donc tout ça, c'est l'élément qu'on ne voit pas. J'en parle parce que c'est l'élément qu'on ne voit pas. J'en parle parce que vous allez avoir des problèmes hormonaux qui vont justifier la dysfonction érectile. Voilà pourquoi j'en parle. Voilà. Donc le tout dépend donc de la partie du système qui est touchée et qui justifie la survenue donc de cette dysfonction érectile. Donc quand je parle donc de stress, c'est le cortex cérébral qui n'est plus ouvert à accueillir l'information donnée par la stimulation externe donc de la femme qui passe, de la femme qui se présente, qui tourne et qui retourne. Donc la dysfonction érectile peut venir
Parce que le L'homme est cortex, stressé. le cortex n'arrive plus à capter ce signal-là. Parce que vous êtes stressé. Parce qu'on est stressé. Exactement. Premièrement. Et Deuxièmement, puis après, il y a vous avez des problèmes hormonaux. Il y a des gens qui ont des baisses d'hormones, soit parce qu'ils sont très âgés, soit parce qu'ils ont eu des problèmes, ils ont consommé des aliments, des médicaments qui baissent les hormones. Oui, par exemple, les hommes qui sont ventrus là. Les hommes qui sont vendus, ils baissent en hormones. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la graisse qui se constitue devient comme une tumeur qui sécrète les oestrogènes. Voilà. Et donc, ils se féminisent, ils ont même des seins. Oui, la gynécomastie. Voilà. Donc, comme ça, ils sont plus... Il faut savoir que c'est pas bien pour nous. Hein. Et puis, ça rapetit aussi Oui, en fait, le tablier pubien ravale la verge. Une bonne partie de la verge rentre à l'intérieur. Il y a un petit bout qui reste devant. Donc, il faut savoir que l'obésité peut vous donner une dysfonction érectile. C'est ça, non? Oui, bien sûr. C'est une maladie métabolique. Vous pouvez avoir une tumeur du cerveau. Vous pouvez avoir un problème testiculaire. Vous pouvez avoir des problèmes neurologiques. Vous savez, il y a des hommes qui pensent que quand ils boivent, quand je dis boire, c'est l'alcool. Ils sont beaucoup plus performants. Est-ce que cette attitude ou cette habitude ne peut pas, à la longue, donner une dysfonction érectile? Oui. En fait, l'alcool est un aphrodisiaque à une certaine dose. Lorsqu'on passe cette dose, on est fatigué et n'est plus opérationnel. Parce que les rapports sexuels ne sont pas donc des choses qu'il faut faire en dormant. Il faut rester en éveil. Moi, mon partenaire, c'est l'eau. Quand il prend de l'eau, alors là, il est mieux. Oui, chacun doit se connaître et savoir ce qui l'active. Et donc, mais je ne recommande pas de prendre beaucoup d'alcool parce qu'avec le temps, vous deviendrez malade et vous allez finir par perdre l'érection que vous avez pu avoir tout le temps avec la dose d'alcool que vous prenez. Et le fait d'utiliser certains aphrodisiaques, les trucs qu'on vend un peu partout en ville, là, est-ce que ça n'agit pas aussi sur la fonction érectile? C'est risqué donc de prendre des préparations que vous ne maîtrisez pas, qui n'ont pas été testées. Surtout les tisanes en bouteille qu'on vend à gauche, à droite. C'est notre pratique, notre coutume ici au Bénin, en Afrique. Donc il faut faire attention parce que ces produits peuvent abîmer votre foie, peuvent abîmer vos deux reins. Et malheureusement, quand ça arrive, vous devenez un grand malade. Et vous allez avoir votre verge qui ne vous servira plus à rien. Donc il vaut mieux savoir raison garder et être prudent. Il faut voir l'urologue. L'andrologue, lorsque on a un problème de dysfonction érectile. Tenez, les patients diabétiques, par exemple. Un patient diabétique. Hypertendu aussi, non? Oui, parce que la circulation n'est pas correcte. Vous avez parlé tout à l'heure du sang qui doit venir au niveau du corps caverneux. Voilà, très bien. Donc, lorsque on est diabétique, on développe des neuropathies. Cette neuropathie, en fait, empêche l'influx de circuler entre le cerveau et l'organe génital. Ce qui fait que ça ne prend pas vite. Le retour se va bien. Et dans le diabète, puisque les nerfs baignent dans du sang sucré, ces nerfs s'abîment avec le temps. Les hypertendus, eux, c'est parce qu'ils prennent des médicaments qui baissent la pression. Okay. Or, il faut que la pression monte dans le corps caverneux pour que l'érection soit de bonne qualité. Or, quand vous prenez des médicaments contre la tension, c'est que vous agissez sur la pression donc, du sang donc, dans les vaisseaux et aussi dans les corps caverneux. Donc, ça peut agir aussi, ces conditions. Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit que lorsqu'on a des problèmes érectiles, il faut aller vers l'urologue, andrologue. Mais vous savez que les hommes, ce qui les rend hommes, c'est leur sexe. Et donc, quand quelque chose arrive à ce bijou-là, c'est beaucoup de tabous. C'est difficile d'en parler. C'est vrai. Comment on fait pour sortir de ce cercle-là vicieux, je vais dire, parce que si c'est en couple déjà, mettons, il est devant la femme, bon, la femme est tout à fait sensibilisée. Moi, par exemple, je n'aime pas les gens qui me gaspillent comme de cette manière-là. Donc, c'est une honte pour lui déjà. Quand on est dans le couple, comment est-ce qu'on arrive à passer... À aborder les questions... oui, à passer ce moment-là, bon... Quand le monsieur, il a une panne, toi, tu es frustré. Oui. Lui, ça le bloque encore. Puisque pour lui, c'est toute sa dimension d'homme qui se retrouve là. Oui, c'est vrai. L'homme croit donc que sa virilité, sa masculinité
s'affirme au travers donc, de sa capacité à aller vers sa partenaire, à avoir des rapports sexuels, et quand il n'arrive pas à le faire, il se sent diminué. Ce qui fait que dans notre culture, les hommes ont donc tendance à ne pas aborder aisément, avec aisance donc et simplicité, la question. Ce qui ne devrait pas être le cas, parce que les rapports sexuels sont contractuels entre la partenaire et le partenaire. Et il faut savoir que ce n'est pas mécanique. Il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir s'exprimer. Il faut connaître le corps de son partenaire et le corps de sa partenaire afin donc de pouvoir en discuter aisément. Lorsque ça arrive, chère dame, le mieux serait donc de comprendre que ça peut arriver et d'aider votre partenaire à chercher la solution. Tenez, une fois après une de nos émissions à l'ORTB, une femme qui m'a suivi a cherché à avoir mon numéro et puis elle m'a appelé et m'a amené dans son mari. Et ce couple était sur le point de se séparer. C'est ça. À cause de la dysfonction érectile, le monsieur habite très loin d'ici et donc le week-end quand il se retrouve, le monsieur il n'arrive pas à assurer et il a tout fait, ça ne marche pas, donc il a décidé donc d'arrêter. Oh là là. Et ils étaient prêts à se séparer et c'était entendu déjà. Je lui ai dit non. Pas pour une dysfonction érectile. Tout sauf ça. Je suis encore là. Je suis encore là. Vous n'avez pas arrivé là. Je lui ai dit, c'est vrai. J'ai dit, mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Nous sommes les mécaniciens donc de la verge et donc de l'érection. On ne va pas être là et vous allez, non, quand même. Et il dit, c'est pas vrai. Donc je lui ai demandé un bilan, je lui ai mis un petit traitement. Le premier traitement est le seul qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu un champion. Il m'a écrit la nuit pour dire, professeur, vraiment, j'ai assuré. Merci beaucoup, merci infiniment. Et ils ne sont pas séparés, vous savez. Donc c'est très important. Donc il faut savoir à qui s'adresser. Oui, donc vous étiez en train de dire aux femmes. Oui, je disais, je recommanderais aux femmes donc se comporter comme cette femme-là. Il faut aider l'homme à chercher une solution. Il faut éviter de fustiger, d'accuser, d'humilier. Parce que si vous le faites, vous détruisez la personnalité, l'ego donc du sexe masculin, qui est un ego malheureusement qui fait de lui l'homme qu'il est. Lorsque vous blessez cet ego, vous le déséquilibrez, il devient un monstre parce qu'il va avoir peur de s'approcher de vous et les pannes vont être répétées tout le temps parce que la peur d'échouer fait échouer. Un cercle vicieux s'installe et avec vous ça ne marchera pas. Mais vous savez, nous on est des diesels et on ne comprend pas que le moteur se réveille et que l'autre moteur flanche. Oui, le problème... On a traversé le désert pour que notre moteur... Vous savez qu'on peut sortir un véhicule d'usine qui le lendemain peut refuser de démarrer. Bon, attention, le tout, c'est de patienter et de réparer. Oh, occupez-vous de vous-même. Nous sommes là. De toute façon, nous sommes là pour aider tous les hommes qui ont ces problèmes-là, pour les prendre en charge, pour leur rendre service et leur permettre d'affirmer leur masculinité. Je sais que quand une femme prend l'habitude d'utiliser les sextoys ou bien elle prend l'habitude de se masturber, avec son homme, elle n'a pas le même plaisir et elle est frustrée. Est-ce que chez l'homme, on va dire que la masturbation peut être responsable d'une dysfonction érectile? Oui, la masturbation à outrance peut à la longue être responsable d'une dysfonction érectile. Je vais vous expliquer pourquoi. Ceux qui pratiquent la masturbation à outrance, j'ai des patients qui ont pratiqué depuis qu'ils étaient au primaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À force de se masturber, ils font une extraction forcée des spermatozoïdes, puis des acides cellulaires qui entourent les spermatozoïdes et qui sécrètent la testostérone. En faisant donc, en pratiquant pendant très longtemps, ils dessouchent ces cellules qui doivent sécréter la testostérone et ils tombent en hypogonadisme. Ils ne sécrètent plus assez de testostérone quand ils deviennent adultes. Et des patients qui, généralement, vont être très grands de taille, forts, parce que quand ils vont avoir une baisse de testostérone, l'organisme va faire, le cerveau va sécréter des hormones de croissance pour corriger cette baisse de testostérone. Et ces hormones de croissance vont viser un objectif qui ne va pas être atteint. Et quand la quantité d'hormones de croissance va augmenter, ils vont croître et être grands, mais souvent avec des problèmes de Ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, les femmes, bon,
On a l'impression que les hommes grands ont une bonne baguette. Pas toujours. C'est ça. Pas toujours. À travers votre explication, je comprends très bien. Voilà, souvent vous allez voir les hommes qui sont grands de taille et forts, s'ils ont pratiqué surtout la masturbation, à moins que ce soit génétique, la veille n'est pas de grande taille. Oh là là, avis à vous. J'espère que vous êtes en train de comprendre tout ceci. Il faut faire attention. Donc finalement... Donc ça peut à la longue... Si c'est une fois sur la masturbation? Le mieux, c'est de ne pas se masturber. Les gens le font généralement dans la puberté, c'est des premières expériences du sexe et tout, mais il ne faut pas s'adonner à cela. On ne recommande pas de le faire. J'ai des patients qui sont infertiles parce qu'ils ont pratiqué la masturbation pendant très longtemps. D'accord. Donc, on peut guérir de la dysfonction érectile. On peut guérir de la dysfonction érectile. Et aujourd'hui, avant, on disait, voilà, il n'y a que l'impuissance donc qu'on n'arrivait pas à guérir. Et depuis octobre 2024, j'ai eu la grâce donc de porter le projet de la pose de prothèses du pénis au Bénin et des sphincters artificiels de l'urètre masculin. Et ça se fait maintenant au Bénin. Si vous êtes impuissant, quelle que soit la cause de votre impuissance, vous n'avez plus du tout d'érection, ou vous êtes sous un traitement médicamenteux. Justement, on n'a pas parlé de la prostate, c'est-à-dire du traitement de la prostate aussi. Parfois, quand on a des maladies prostatiques, il peut arriver que après l'opération chirurgicale, on perde. Oui, c'est les causes chirurgicales de la dysfonction érectile. On n'en avait pas parlé. On n'avait pas encore parlé. Oui. On était en train de parler des causes. On y va alors. Donc, désormais, c'est possible que, donc, dans ces cas, si vous avez une impuissance masculine, même si vous êtes né avec, nous sommes capables de vous poser des prothèses, une prothèse qui vous permet d'avoir une érection, et voilà. Et d'avoir des enfants. On met quoi? Nous mettons des tiges, donc, de silicone à l'intérieur des coques cavernues. Comme les femmes aussi font. Voilà. L'élément qui doit se remplir de sang pour conférer à la veille son érection, nous le remplissons de cette tige de silicone. Et nous refermons tout, vous cicatrisez. Le système de la sensibilité, de l'éjaculation est maintenu. On ne touche à rien du tout, parole du urologue. Et vous êtes fonctionnel. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez une érection qui peut durer aussi longtemps que la femme pourra supporter. C'est elle qui démissionne. Ok. Ouais. Donc, parlez-nous maintenant des causes chirurgicales. Les causes chirurgicales, donc, de la dysfonction érectile, c'est des causes qui vont survenir suite à une chirurgie donc, de la prostate, du cancer de la prostate, pour être plus précis. Lorsque nous opérons donc, le cancer de la prostate, nous enlevons toute la glande. Et donc, les joues de la glande sont donc parcourus par les nerfs donc, de l'érection. Cela fait que pendant l'intervention, il faut disséquer et recliner ces nerfs-là afin d'avoir accès à la totalité, à l'entièreté de la glande pour l'enlever. Au cours de cette manœuvre, en fonction de l'importance de l'envahissement de la capsule, parfois on est arrivé à obliger, contraint à sacrifier ces nerfs-là, ce qui va faire que ces patients, après l'opération, vont présenter une dysfonction érectile. Et donc, j'ai des patients que j'ai opérés qui n'ont pas perdu d'érection. Donc, quand ça arrive, aujourd'hui, on est capable donc de poser une prothèse pénienne. Parce que les médicaments ne marchent pas à tous les coups, parce que l'influx nerveux n'arrive plus à venir, parce que les nerfs ont été sacrifiés. Donc, à travers vos explications, je comprends qu'il y a une recrudescence de dysfonction érectile, mais la cause principale, souvent, c'est le stress. C'est le stress. C'est le stress. Je ne vais pas oublier donc de vous parler des perturbateurs endocriniens qui sont légion aujourd'hui dans notre alimentation, dans nos boissons, les sachets plastiques, les engrais. Les méthodes qu'on a pour faire croître les poissons à grande vitesse, les poulets à grande vitesse, les animaux à grande vitesse, et tout ça, c'est des produits qui sont donc généralement des produits de nature hormonale et qui vont déséquilibrer autant la santé de la femme que la santé de l'homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces problèmes sont légion. Et nous avons du plaisir. J'ai fait un exposé une fois sur la dysfonction érectile et je disais qu'il faut les poulets Goliath. C'est des poulets donc qui sont des poulets entretenus, donc, développés grâce donc à ces substances qui sont toxicogènes, qu'il faut les réduire dans l'alimentation. Mais monsieur s'est pris à moi, il a dit mais pourquoi vous me dites ça? J'aime tellement ça, c'est tellement doux. J'ai dit oui,
C'est d'où les boucles, dans nos assiettes, les cubes à outrance, les cubes. Vraiment, les femmes, vous devez on va manger pouvoir au restaurant ou même plus de tout. protéger ce bijou-là, très compliqué. si vous avez envie. Eh bien, à force donc de consommer tout ça, les cubes, les poulets, Goliath, la bonne viande, tout ça, vous détruisez votre système hormonal et vous détruisez le circuit électrique de l'érection. Donc, avec le temps, vous allez devenir Moi, j'aime bien insister sur le sachet plastique. Quand on prend de la bouillie dedans, quand on laisse... La cassa. Il y a rien de plus énervant pour moi. Quand je vois qu'on attache de la cassa dans des sachets, à bleu dans des sachets, c'est pas normal. Il y a l'autre chose là qu'ils font généralement au Togo, c'est... mais ils font ça souvent dans les feuilles d'épi là, de maïs. J'oublie, pas abla. Comme, voilà. Ouais, j'aime bien ça. Okay. Mais parfois, il y a des dames ici, c'est la spécialité des Togolais, mais il y a des dames ici qui vont te faire ça. C'est une déformation et puis l'État devrait communiquer beaucoup sur ces, et faire des contrôles sur ces genre de choses parce que on se détruit sans le savoir. On se détruit tous les jours. Quand on mange n'importe quoi et c'est très dangereux. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire par rapport à la dysfonction érectile? Oui. Il y a un monsieur que j'ai reçu en consultation. Quand il était jeune, il avait une douleur testiculaire. Il est allé à l'hôpital. Il a une douleur testiculaire. Il avait fait une torsion du cordon spermatique. Il fallait juste détendre le testicule et le fixer. Torsion? Le testicule a tourné sur lui-même et a donné des douleurs à ce monsieur. Il est allé à l'hôpital. Le chirurgien qui l'a reçu ne connaissait pas ce que c'est. Il a dit c'est un cancer. Il lui enlève le premier testicule. Le gars se marie. Il fait 5 enfants. Un jour, il va en mission au nord, arrivé quelque part au centre du Bénin. Il fait la torsion du second testicule. Il va à l'hôpital, on lui enlève le second testicule. Donc, il n'a plus d'hormones. Il est rentré en hypogonadisme. Alors, il est rentré en hypogonadisme, donc sans savoir ce qui s'est passé, il a commencé à grossir, les fesses, la poitrine. Comme une femme. Comme une femme, l'érection est partie, il a fait le tablier, le gros ventre et tout. Et il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas d'érection. Il ne savait même pas qu'il a perdu les 2 testicules. Donc, il a parcouru plusieurs de mes collègues avant d'atterrir chez moi. Mais normalement, est-ce que dans vos protocoles, on ne devrait pas dire au patient ce qu'on veut lui faire? Oui. Parce qu'on lui enlève le testicule et les deux, sans qu'il ne le sache. Il y a beaucoup qui ne communiquent pas beaucoup. Comment l'histoire se termine alors? L'histoire se termine chez moi, où il vient, il n'a pas de... Puis je regarde, je dis, mais monsieur, vous n'avez pas de testicule. Il dit, non, c'est faux, j'ai les 2 testicules. J'ai dit, non, c'est vide. Si on vous a déjà opéré en bas ici, il dit oui. Combien de fois? Il dit 2 fois. En quelle année? Il me pose, il dit, ben, voilà. Les 2 fois, vous enlevez les 2 testicules. C'est fini? Voilà, non, je l'ai mis sous hormones. Je l'ai mis sous testostérone injectable. Après, on est passé, au gel de testostérone. Et avec ça, il s'est retrouvé. Il a récupéré, donc, son érection. Et voilà. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, quand on est devant un cas de dysfonction érectile, il faut chercher à savoir ce qui se cache derrière. Donc, les causes psychologiques sont les plus fréquentes. Le stress, c'est à 80-90%. Et quand on a des problèmes avec sa femme, sa partenaire aussi, ça peut influencer énormément. Ça peut influencer beaucoup. Et c'est pour ça que parfois, qu'on demande aux patients s'il sort, voilà, est-ce que la panne, c'est à la maison exclusivement? Est-ce que dehors, ça prend? Si ça prend dehors, ça ne prend pas à la maison, c'est que c'est psychologique. Et là, on dit tout de suite, monsieur, vous avez un malentendu avec votre épouse. Ils ne savent pas, mais ils disent, mais comment vous faites pour savoir? Oui, parce que je le sais, c'est tout. Vous devez maintenant régler le problème, le malentendu. C'est pas facile. D'accord. Mais des fois, on arrive à les amener. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la situation, vous avez la possibilité de guérir. Bien sûr, quand même, si vous venez vers les spécialistes de la... Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes ces personnes, bon, les hommes potentiellement qui peuvent souffrir de cette dysfonction érectile, puisque vous me dites que c'est ce qui est le plus fréquent. Le plus fréquent. Et beaucoup d'hommes s'affolent aujourd'hui pour chercher une solution à cette question parce que c'est insupportable. Il y avait un monsieur qui est venu me voir une fois tout déprimé parce qu'il a appelé une de ses copines qui est venue donc de la Côte d'Ivoire. Elle a pris l'avion. Elle est venue. Ils se sont retrouvés à l'hôtel et monsieur, pendant toute une nuit, ça ne s'est pas levé. Il était abattu. Il dit, ben non,
Je lui dis, prends ce médicament et puis reviens me voir Ça, après. c'est extrêmement grave. Ah, Moi, mais- je ne reviens plus. Hein. Il a pris le nom, la femme Il était me encore à dit, là. l'hôtel, heureusement, elle était encore là à l'hôtel quand elle est venue me voir. Ah. Elle vient de donner mon numéro, elle m'a appelé, il m'a appelé. d'accord. Donc je lui ai dit, Non, non, ce que je le dis, médicament. si moi je viens, je passe la nuit Oui. et rien ne se passe. Et Le lendemain, je m'en vais. nous les répartis C'est pour ça corriger que les moi, je filles. suis très indépendante. Ça, c'est très grave. Voilà, donc si j'ai un conseil à donner Oui. à nos amis qui nous suivent, qui nous ont suivis, ce serait donc de faire attention parce que la dysfonction érectile est le témoin de la santé de l'homme. Donc un homme doit se lever, l'érection doit être le lever matinal de l'homme. C'est comme le soleil. Le soleil doit se lever tous les matins dans les cuisses, entre les cuisses d'un Donc, homme. ça doit se lever Oui, absolument. l'érection Dès que matinale. ça commence C'est à le- ne pas. C'est le témoin donc du bon fonctionnement des hormones masculines chez un homme. Et si ça n'arrive pas, il faut commencer à s'inquiéter. Quand vous commencez par avoir une panne, deux pannes, c'est peut-être un problème cardiaque qui est en train de se signaler. Lorsque le cœur ne fonctionne pas bien, l'érection peut être en berne. Donc quand il y a un problème d'érection chez un homme, il faut chercher à trouver une solution. Parce qu'en faisant des fouilles, on peut banalement trouver comme cause une maladie cardiaque, une maladie vasculaire qui est grave et qui peut donc vous emporter. Alors, s'il y a un souci, il ne faut pas rester là à prendre des tisanes, il ne faut pas fuir, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Nous sommes là. Moi, je parle aisément du sexe. Mais les tisanes. Les tisanes, il faut les éviter dans la mesure du possible. Oui, mais il y a éviter des au maximum. tisanes qui font le job. Il y a des tisanes qui font le job, qui n'ont pas été étudiées. Mais si vous voulez prendre des tisanes, prenez des tisanes qui ont déjà été expérimentées. Et il faut Ne connaître les faites pas doses, des les associations mélanges, les bizarres. associations et tout. Il faut faire très Et ce que les gens ont l'habitude de mettre dans les bouteilles en verre là, bon, les décoctions, Ouais. et puis on met de l'alcool dessus, et puis on laisse mariner. Oui, nous avons dans notre culture, Macérer. nous avons dans notre culture des substances qui sont Aphrodisiaques. que nous connaissons, dont on sait que la composition peut permettre d'avoir l'érection, et on sait que le moyen de conservation de ces produits, c'est l'alcool. Donc, il faut juste savoir la dose que vous pouvez prendre pour ne pas vous rendre malade. Il faut donc savoir, il faut venir à l'hôpital. Vous avez aimé? J'ai joui avec bonheur. D'accord. J'espère que vous aussi, qui nous avez écoutés, vous avez aimé. Et si vous avez aimé, laissez-moi juste quelque chose en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous à Dis-moi Angela. Merci beaucoup. Et j'espère que je vais vous retrouver encore une autre fois sur ce même podcast pour parler de l'infertilité. Ce sera toujours un plaisir. Ah, la vérité, c'est de ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. On en parlera quand vous voudrez. D'accord, merci. Vous en prie. Et on vous dit ciao. Ciao.